Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de voyager. En effet, après avoir parcouru les 4 coins du monde avec son frère atteint de paraplégie, mon invité Camille Edman a décidé de partager ses connaissances, ainsi que son sens de l'organisation en créant Adapt Travel. Elle organise avec passion vos voyages au bout du monde en prenant en compte vos demandes et les spécificités liées à votre handicap. Lors de notre conversation, nous avons évidemment parlé voyage et accessibilité, mais aussi de son ressenti en tant que proche impacté par le handicap. Je vous conseille d'écouter notre conversation jusqu'à la fin pour avoir les petits conseils de Camille pour organiser vos prochains voyages. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Camille Edman. Bonjour Camille, je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Nous allons parler voyage, puisqu'on va le découvrir, mais tu as récemment décidé de changer de vie. Tu vis désormais à La Réunion et tu es passée de prof d'histoire et géographie à organisatrice de voyages adaptés. Si tu veux bien, pour commencer, j'aimerais savoir ce que tu aimes le plus dans les voyages, ce que ça t'apporte, et peut-être une question un peu annexe, quel est ton plus beau voyage ? Alors bonjour Pauline, alors oui moi j'adore voyager, ce que je préfère le plus c'est rencontrer des gens pendant mes voyages et partager avec eux des souvenirs, partager un repas, les rencontrer, discuter de leur pays, de leur culture, voilà, moi c'est ce que je préfère. Après je suis prof de géographie aussi donc j'adore les paysages et je ne me lasse pas de voir de beaux paysages. Donc voilà, c'est un peu les deux choses que je préfère. Après, mon plus beau voyage, ça reste mon road trip dans l'Ouest américain. Voilà, ça n'a pas encore été détrôné et pourtant j'ai fait un paquet de voyages. Mais c'est celui que j'aimerais refaire et que j'aimerais refaire avec mes enfants surtout. Parce que tu l'as fait avec qui ce voyage ? Alors je l'ai fait avec mon mari, avec une amie, c'était notre voyage de 30 ans. Voilà, on est parti 3 semaines en road trip. On a adoré les grands espaces et la culture américaine dans tous les sens du terme. C'est vraiment le voyage où j'en ai pris le plus plein les yeux et que j'aimerais bien refaire. D'accord. Alors avant de poursuivre, peux-tu te présenter et m'expliquer pourquoi tu as décidé de proposer ce service de voyage adapté ? Alors, me présenter. Donc, je m'appelle Camille, j'ai 37 ans, je suis maman de 3 enfants, de 18 et 3 ans. Je suis originaire de l'Est de la France, de l'Alsace. Et donc, comme tu l'as dit, je vis désormais sur l'île de la Réunion depuis 6 mois. Alors, au départ, on est venu à la Réunion par un voyage et puis ça s'est soldé par un déménagement 6 mois après pour venir s'installer définitivement. Et de cette nouvelle vie à La Réunion, j'ai décidé de me lancer dans une reconversion professionnelle. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais mettre un terme à ma carrière de prof pour diverses raisons. Et là, c'était l'occasion. J'avais pas de mutation pour le mois de septembre, donc j'ai mis entre parenthèses mon boulot et je me suis lancée dans quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, que je mûris au fond de mon esprit. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Donc c'est comme ça que j'ai lancé Adapt Travel. Donc l'idée d'aider les personnes porteuses de handicap en particulier à voyager, les aider à concevoir des voyages et à dépasser leurs limites parce que souvent je me rends compte que voilà, on n'ose pas forcément, on a peur de l'accessibilité des lieux et on ne voyage pas du coup. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est en situation de handicap, tu penses qu'on peut aller partout dans le monde ? Où il y a des endroits où vraiment l'accessibilité est... Enfin, ma question est un peu compliquée, mais est-ce qu'il y a des pays, selon toi, où on ne peut pas accéder quand on est en situation de handicap ? Déjà, il y a plusieurs situations de handicap, hein. Parce que c'est vrai que nous, souvent, on réfléchit. Alors moi, j'ai été sensibilisée au fauteuil, mais en fait, c'est pas le seul handicap, hein. On peut être malvoyant. Enfin, il peut y avoir plein de sortes de handicaps et du coup, l'accessibilité est différente. Enfin, on n'a pas les mêmes besoins en accessibilité en fonction des pays. Après, tous les pays sont accessibles. Ça dépend de ce qu'on est prêt à faire, de nos besoins vraiment, voilà, il y a plein de choses. Alors, je peux prendre un exemple si tu veux, mais tu vas au Maroc. Le Maroc, c'est pas le pays numéro 1 en termes d'accessibilité.
Tu vas louer un riad, on va dire oui, la chambre est accessible, mais en vrai, il y a 3 marches à l'entrée, 3 marches à la sortie. La douche, ça va être une vieille chaise de salon de jardin en plastique dans la douche. Donc soit t'es en fauteuil, mais tu as derrière toi des années d'expérience et tu dis bon je peux le faire, c'est pas grave, on va m'aider, on va me porter, j'accepte qu'on m'aide et puis du coup je peux y aller. Soit tu veux être totalement autonome, tu veux que personne t'aide et donc tu veux des choses aussi qui soient totalement bien adaptées et là ça va être plus compliqué quoi. Donc ça dépend, je pense vraiment de la personnalité de chacun, de son rapport au handicap, de ses capacités, de savoir si on veut de l'aide ou si on n'en veut pas, etc. C'est compliqué. C'est pour ça qu'avec Adapt Travel, il faut toujours, je discute toujours beaucoup avec les clients, jusqu'où ils sont prêts à aller, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, qu'est-ce qu'ils ne veulent surtout pas avoir à faire. Donc, la question est un peu compliquée, quoi. Ça dépend. Ça dépend. Mais t'as bien répondu. Alors, comme tu le sais, dans le podcast, je reçois beaucoup plus souvent de personnes en situation de handicap que d'aidants. Mais j'en ai reçu quand même quelques-uns. Et avec toi, j'aimerais aussi que l'on parle plus de ton expérience personnelle avec ton frère et que j'aimerais qu'on parle du bouleversement que ça a été quand on apprend qu'un proche a eu un accident. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée la journée de l'accident ? Ça va faire un peu de thérapie pour moi alors, de te raconter tout ça. Écoute, mon frère, il a eu un accident en 2014, donc ça va faire ça va faire 10 ans l'année prochaine. Donc c'était en région parisienne, dans l'endroit où il faisait ses études. Et donc tout le reste de la famille, on habite dans l'est de la France. Donc voilà, c'était un dimanche après-midi comme un autre, sauf qu'il faisait très beau et que ce jour-là, tout le monde était en sortie. Mes parents étaient en sortie à la montagne. Moi, j'étais à un carnaval. Voilà, il y avait personne à la maison en tout cas. Et lui, il a décidé d'aller faire de la moto avec son coloc. Et donc, il était passager. Et là, sur un boulevard, il y a une voiture qui est sortie de son emplacement, qui est sur la gauche, qui a pas regardé l'angle mort et qui a tapé de plein fouet la moto. Donc, il a fait une culbute par-dessus la moto et donc lui a été gravement impacté, contrairement au conducteur de la moto qui lui s'en est sorti quasiment indemne. C'est un peu la journée choc, surtout. Alors, je vais pas dire surtout pour moi, mais c'est vrai que c'est moi qui ai reçu le coup de téléphone, en fait. Et c'est le moment qui marque, dont tu te souviens tous les jours pendant des mois, dont tu te souviens toutes les années à la date anniversaire, que tu as peur quand tu reçois un coup de téléphone d'un numéro que tu connais pas trop, ou bien d'un proche de mon frère, par exemple sa copine qui m'appelle alors qu'elle a jamais l'habitude de m'appeler. Alors dès que je vois ça un dimanche après-midi, qu'elle m'appelle en pleine journée, j'ai le cœur qui se tend, le ventre qui se noue. Je me dis oulala, pourquoi elle m'appelle, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc voilà, donc j'ai reçu un coup de téléphone et c'était le père du colocataire qui m'appelait, qui lui aussi vivait dans l'est de la France, donc il n'était pas du tout sur place et qui me dit je sais pas vraiment ce qui s'est passé, ils ont eu un grave accident, je sais pas où est ton frère, je sais pas ce qui lui est arrivé, voilà, je ne sais pas dans quel hôpital il a été emmené. Donc là il se passe quand même et je n'ai pas réussi à joindre tes parents. J'ai dit, ok, voilà. Donc moi j'étais quand même enceinte de 7 mois et demi. Là, je m'effondre. Alors, je ne sais pas s'il est vivant ou mort. Je ne sais pas dans quel état il est. Et puis, dans mon esprit, c'était toujours l'hôpital ou la police qui passait le coup de fil aux familles. Mais en fait, c'est parfois difficile en fait de contacter la famille. je pense qu'en plus, son téléphone a valdingué. Enfin, je crois que c'est même pas lui qui l'a eu directement. De toute façon, il était cassé. Et voilà, quand il y a personne sur place. Donc là, il se passe. Alors moi, j'ai l'impression que c'est des heures, mais je crois pas que ça soit des heures. Je pense que c'est des minutes, mais ça paraît tellement long. Où j'essaye d'appeler mes parents, où ils étaient dans une zone où ils n'avaient pas de réseau, donc ça répond pas. Et on est complètement démunis. Donc là, on commence à appeler les pompiers. Mais alors les pompiers, on sait que l'accident a eu lieu du côté de Versailles, mais on sait pas exactement où. Alors c'est un peu une aiguille dans une botte de foin, quoi. Et puis ça répond pas. Et puis jusqu'au moment où voilà, mes parents ont réussi quand même à être joints et à avoir les infos sur quel hôpital, où il avait été emmené, qu'il était bien vivant. Voilà, mais à ce moment-là, on n'en sait pas plus, quoi. Donc ouais, ça a été un peu la journée horrible, un peu choc. Et c'est vrai que le temps que mes parents arrivent jusqu'à Paris, le retrouvent et qu'on en sache plus, il se passe quand même, il y a 5 heures de route depuis depuis l'est de la France pour rejoindre Paris. Donc là, il se passe quand même 5, 6, 7, 8 heures quoi avant qu'on en sache un peu plus, quoi. Donc oui, c'est une journée du mois de mars là, voilà, ça a fait 9 ans là, il y a une semaine qui marque à vie, je pense. Et du coup, quand est-ce que tu as su exactement ce qu'il en était ?
Écoute, je pense qu'on n'a pas. Alors, il a quand même subi plusieurs opérations, voilà, sur le moment. Et écoute, je sais pas si on a su tout de suite. Enfin, on a su que la moelle épinière était touchée tout de suite. Après, je t'avoue qu'on a quand même, enfin, pendant plusieurs semaines, on disait que la moelle épinière était comprimée, donc on a quand même espéré, hein, enfin voilà, qu'il puisse remarcher. Enfin, pour moi, dans ma tête, c'était sûr, quoi, qu'il allait remarcher. Voilà, donc il faut attendre quand même quelques semaines, quelques jours, quelques semaines pour que petit à petit, voilà, on comprenne que ben, ce sera la paraplégie et que voilà, il va falloir mettre en route plein de nouvelles choses là dans les semaines à suivre et que voilà, tout le reste va suivre derrière. Mais c'est vrai que c'est un peu comme dans les films, tu sais, la journée, voilà, qui enclenche le reste de la vie un petit peu, quoi, vraiment. Donc c'était il y a 9-10 ans. À l'époque, qu'est-ce que tu connaissais du monde du handicap? Rien. Ça m'était totalement étranger. C'est vrai que c'était un monde qui m'était totalement inconnu. J'avais pas de personne autour de moi qui avait un handicap. J'avais jamais fréquenté les hôpitaux hormis pour accoucher, hein, pour te dire. Voilà, je m'étais même jamais cassé un bras ou une jambe. Voilà, personne n'avait jamais été malade. Alors ma maman avait eu un cancer du sein. On avait un petit peu fréquenté les hôpitaux, mais rien à voir avec le handicap en fait. Et là, du coup, bah, on se retrouve plongé dans un univers qui nous est totalement inconnu, quoi. L'hôpital, centre de rééducation, l'accessibilité, le matériel, enfin voilà, tout ça, l'aide. Donc c'est toutes des choses qu'on ignorait totalement et qu'on va découvrir petit à petit et qu'on va apprendre à apprivoiser aussi, hein, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Oui, justement, peut-être que ma question est pas facile, mais est-ce que tu te souviens quelle a été ta réaction à l'annonce de la paraplégie? Quels étaient tes préjugés? Est-ce que tu pensais, ou peut-être pas, hein, que la vie de ton frère finalement était finie? Ou tu savais qu'il y avait des possibilités de faire plein de choses, que c'était pas une finalité en fait d'être paraplégique? Alors moi, je me suis toujours dit que c'était pas la fin, quoi. Alors c'était peut-être un peu niais de ma part où je me suis dit, ben c'est pas grave, on va faire comme avant. Enfin voilà, on va continuer de vivre. Je suis sûre qu'on arrivera à faire les choses. Enfin voilà, j'ai voulu garder ça en tête et puis la preuve, hein, c'est que voilà, on a fait plein de choses et qu'il fait encore plein de choses aujourd'hui. Après, c'est peut-être mon tempérament. Voilà, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Je sais que voilà, mon papa, ça a été beaucoup plus dur pour lui. Je relis les mails qu'il nous envoyait parce qu'il faisait un petit compte rendu au jour le jour de son état de santé et tout. Et quand tu relis, ben pour lui, la vie est finie, il fera plus jamais rien. Enfin, voilà, c'était terrible. Et après, bon, ça peut se concevoir hein, que tu prennes les choses comme ça. Mais voilà, moi je me suis dit, alors c'était peut-être même un peu, enfin je sais pas comment dire, c'est pas que je voulais faire abstraction, c'est pas que je voulais nier le fait qu'il soit dans un fauteuil, mais je me suis toujours dit, on arrivera, on va se débrouiller. Voilà, je vais déménager, je vais faire une maison qui sera accessible. Voilà, on arrivera à voyager. On va prendre une voiture avec un grand coffre, on pourra mettre le fauteuil dedans. Voilà, pour moi c'était évident qu'on continuerait. Et puis il était jeune, quoi. Enfin, il avait 22 ans, donc pour moi c'était obligatoire que ça s'arrêtait pas là, quoi. C'est pas possible. Un an après l'accident, vous avez décidé de partir à New York. J'aimerais savoir un petit peu comment vous est venue l'idée de partir en vacances et finalement pourquoi c'est toi entre guillemets qui est parti en vacances avec ton frère. Comment s'est monté le projet en fait? Alors moi j'ai toujours été une grande voyageuse, donc ce voyage à New York, il était déjà plus ou moins prévu. Et c'est vrai que mon frère a eu la chance d'avoir un super aide-soignant au centre de rééducation, qui était aussi un grand voyageur et qui était déjà allé à New York plusieurs fois, donc il connaissait très bien cette ville et qui lui a en fait proposé d'aller avec lui. Et donc en fait, on s'est retrouvés là-bas. Donc voilà, on a décidé de pouvoir se retrouver là-bas. Donc on n'a pas fait tout le voyage ensemble, on a passé quelques jours ensemble. Et puis lui, il a poursuivi parce qu'en fait, il est resté plus longtemps que nous. Et donc lui est arrivé là-bas avec son aide-soignant et puis moi avec mon mari. Et du coup, bah voilà, on a vécu notre premier voyage ensemble là-bas. On a pu tester l'accessibilité et puis pour nous, c'était un peu un coup de fouet de se dire, ben voilà, c'est possible.
En plus, on n'avait pas choisi la destination la plus proche, hein. C'était quand même loin pour le coup, pour un premier voyage, pour une première sortie. Il était encore au centre de rééduc, hein. Donc jusque-là, les seules sorties, c'était les week-ends jusque dans l'est de la France, quoi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis voilà, c'était une super expérience et ça a été vraiment le déclencheur où on s'est dit, ben voilà, maintenant on va s'organiser régulièrement des voyages ensemble et on va poursuivre notre découverte du monde et ça sera un peu notre truc à tous les deux là. Et ton frère a de suite été partant pour ce voyage à New York parce que c'est vrai qu'avec le recul, 1 an après, encore en centre de rééducation, c'était un petit peu le grand saut pour avoir parlé déjà avec d'autres personnes en fauteuil. Souvent, le centre de rééducation, c'est comme un cocon qui nous protège du monde un peu extérieur. Et le retour à la maison est parfois compliqué. Donc là, c'est même pas retour à la maison, c'est direct New York. Ça a dû faire un petit choc, non? Bah après, c'est une histoire de tempérament, hein. Mon frère, au bout de 15 jours après son accident, il prenait déjà contact avec son école d'ingénieur pour savoir comment il allait pouvoir rattraper les cours qu'il avait loupés pendant ces semaines d'hospitalisation, quoi. Donc voilà, donc pour lui, c'était évident ça a toujours été évident qu'il fallait qu'il fasse des choses. Je pense que c'était aussi un peu peut-être sa thérapie, hein, d'avancer. Et donc voilà, grand voyage, mais je pense le fait de partir avec ton aide-soignant, avec qui tu t'entends super bien, qui te gère entre guillemets au quotidien, déjà au centre de rééducation, c'est hyper rassurant pour un premier voyage, quoi. Et je pense que si cet aide-soignant n'avait pas été là, je pense pas qu'il se serait embarqué dans un voyage comme celui-là, voilà, au bout d'1 an, quoi. Donc voilà, il l'a fait et puis il est sorti du centre de rééducation quelques mois plus tard, hein. De toute façon, il a repris ses études en septembre, le septembre suivant, quoi. Donc il n'y a pas eu de perte de temps. Pour ce voyage à New York, est-ce que vous avez dû faire face à des problématiques d'accessibilité ou autres? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter lors de ce voyage? Bon, alors, c'est quand même un voyage assez facile, hein. On est dans une grande métropole, on est aux États-Unis, donc tout est quand même plutôt bien étudié pour le handicap, hein. On prenait pas trop de risques, hein. On débarquait pas en Amérique du Sud, au Pérou, je ne sais pas, ou je ne sais où, hein. Donc non, pas de grosses problématiques. Après, bah, quelques anecdotes quand même, hein. Par exemple, tu vois, les stations de métro, où tu en as une sur deux qui n'est pas accessible. Alors des fois, tu dois sortir à la station de métro suivante, reprendre le métro dans l'autre sens, revenir en sens inverse, parce qu'en fait, la station de métro est accessible que d'un côté et pas de l'autre, tu vois. Donc, sauf que bah, les stations de métro, voilà, ça, tu perds du temps énorme. Des fois, tu te dis, bah, c'est pas grave, je sors à la station suivante. Sauf qu'en fait, tu te rends compte qu'il s'est passé 2 kilomètres entre les deux stations et que quand tu es en fauteuil et puis à Manhattan, ben, ça te paraît une éternité. Voilà, ces rues là qui sont immenses. Donc, tu y laisses quelques muscles dans les bras, hein, quand même. Donc voilà. Et puis l'autre petite anecdote qui nous fait encore beaucoup rire aujourd'hui, c'est qu'on avait réservé un vol en hélico au-dessus de Manhattan. Et donc, on les avait contactés pour savoir si c'était accessible. Et ils nous avaient dit oui, oui, pas de souci. Et donc, on arrive à l'héliport et on voit rien, quoi. Pas de nacelle. Enfin, on voit ces hélicos qui sont quand même assez hauts, hein, tu sais, pour monter dedans. C'est plus qu'une marche, quoi. Et je vois rien du tout, je vois pas de passerelle, et je me dis, putain, ils ont quand même dit que c'était accessible, et là, ils nous disent, oui, oui, vous inquiétez pas de souci, venez, venez. Alors, on avance sur le tarmac et tout, toujours rien. Et là, ils nous disent, bon, Santiago va vous aider. Et là, on voit un petit gars, mais vraiment, qui avait l'air tout gringalet, qui s'approche de mon frère, et qui le chope sous un bras, sous l'autre bras, qui le décolle du fauteuil, et boum, le pose sur le fauteuil, de l'hélico. Alors, on ne sait pas comment il a fait pour le porter, parce que mon frère, c'était quand même quelqu'un d'assez costaud, quoi. Et voilà, donc c'était l'accessibilité new-yorkaise, en fait. Il l'a porté, décollé, posé dans l'hélico, et puis pareil au retour, quoi. Donc, c'était simple, finalement. Voilà, mais après encore une fois, il faut accepter de se faire porter, il faut accepter voilà, de faire confiance, hein, dans quelqu'un qu'on connaît pas, voilà, est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il va pas me lâcher, enfin voilà. Donc là, je crois qu'on n'a même pas eu trop le temps de réfléchir s'il allait bien s'en sortir ou pas. De toute façon, il l'a attrapé, hop, il l'a posé et puis c'était fait. Et puis voilà, puis on s'est dit bah finalement l'accessibilité, alors il y a tout ce qui est créé, mis en place, construit et puis bah des fois il faut juste compter sur les gens, hein. Et c'est vraiment la clé, hein. De toute façon, voilà. Ouais, ça demande un certain lâcher prise. Ça, c'est pas toujours facile Oui, soit de savoir demander, soit de savoir accepter de l'aide.
Ouais, puis le lâcher prise, je crois que tu l'as pas forcément tout de suite après ton accident. Enfin, là, moi, je l'ai constaté avec mon frère sur les premiers voyages qu'on a fait. Voilà, on cherchait des chambres hyper accessibles au niveau de la douche, de la salle de bain, etc. Une ou deux marches, ça pouvait être rédhibitoire pour aller dans un lieu. Au fur et à mesure des années, ben c'est pas grave, on se débrouille, on demande à trois personnes qui passent de porter, d'aider, et puis il lâche prise, il a moins peur. Pareil pour monter dans les voitures. Avant, tu sais, il avait bah tu dois connaître ça, une espèce de planche là pour se transférer, les planches de transfert entre le fauteuil. Donc on se trimballait cette planche de transfert tout le temps avec nous dans l'avion, etc., etc. Bon bah maintenant la planche de transfert, je sais pas où elle a dû partir aux oubliettes, je pense, ou à la déchetterie. Mais c'est vrai que il en a plus besoin. Et puis voilà, bah il s'est musclé et puis il a appris à faire autrement. Et puis maintenant, bah il peut monter dans un 4x4, ça lui fait plus peur. Et puis voilà. Donc je pense que oui, au fur et à mesure des années, il y a du lâcher prise. On prend l'habitude aussi de gérer son corps, de l'adaptation. Voilà, exactement. Et avec le recul que tu as, quels sont les 3 conseils, attention, il n'y en a que 3, que tu donnerais à une personne en situation de handicap qui veut faire son premier voyage à l'étranger? Alors, premier conseil, si c'est le premier voyage, déjà ne pas partir sur un coup de tête à l'improviste. Ça se prépare de manière assez détaillée, surtout si c'est la première fois. Il faut vraiment faire attention, voilà, où j'arrive, comment j'y vais, qu'est-ce que je vais faire sur place, et essayer de vérifier au maximum ce qu'on peut au niveau de l'accessibilité. Ça veut pas dire qu'il faut pas laisser de place à un peu de surprise sur place hein, aussi, parce que des fois, à trop préparer les choses, voilà, ça peut perdre en authenticité, ou ça peut perdre en découverte. Donc la première chose, bien préparer, voilà, son voyage. Deuxième chose, peut-être choisir un pays qui est réputé accessible. Alors il y en a quand même plus que d'autres. Hein. Moi je sais pas, par exemple, aller à Barcelone, à New York, à Londres. Voilà, ça on sait que c'est des villes où on va pas rencontrer de grosses difficultés, où on va trouver des gens qui sont au fait du handicap, et on va trouver des lieux accessibles. Et puis, ben, troisième conseil, ne pas avoir peur, voilà, et y aller quoi, et profiter, et se lancer. Souvent, j'entends des gens qui me disent ah j'ose pas, j'ai peur, etc. Et à un moment donné, ben il faut un peu de lâcher prise, et puis ça va aller. Voilà, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Tu as créé Adapt Travel là depuis septembre, donc c'est encore une nouvelle expérience professionnelle. Quelles sont les demandes de destination ou les questionnements les plus fréquents que tu as reçus pour l'instant? Alors, j'ai eu des destinations très variées. J'ai fait le tour du monde en 6 mois là, en restant depuis chez moi. Ça, c'est super. Voilà, alors la première demande que j'ai reçue, bah, c'était justement les États-Unis pour un road trip. Alors là, le gros challenge États-Unis, on sait que tout ce qui est hôtel, etc., on va trouver des chambres accessibles. Voilà. Le problème, c'est qu'on voulait une voiture qui soit adaptée pour une personne qui a un fauteuil électrique et une sclérose en plaques. Et là, ça devient plus compliqué parce que louer une voiture sur un road trip de presque 3 semaines où on puisse rentrer avec un fauteuil, ça a été notre gros travail de trouver ce genre de véhicule, un véhicule que tu puisses prendre à une destination et larguer à une autre destination parce que tu fais un road trip et tu fais pas forcément une boucle. Donc ça a été le gros problème, gros questionnement. Et puis, bah, sinon, j'ai des questions toutes bêtes. Hein, est-ce que tu peux me trouver un réparateur de fauteuil sur place au cas où si j'ai un problème avec ma batterie ou si j'ai un problème, si je crève ou bien si j'ai un problème technique. Donc là, ça se complexifie aussi un petit peu. Ça peut être des choses. Bah là, j'ai une cliente qui va partir à Rome, qui y va en voiture et qui me dit ben pour stationner comment je fais, c'est des zones réglementées. Alors voilà, on cherche en fait quand tu as une carte de personnes handicapées, tu as le droit à un stationnement gratuit, mais il faut faire une demande spécifique dans la ville. Voilà, puis ta carte française n'est pas forcément reconnue à l'étranger. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Les tarifs réduits pour les personnes porteuses de handicap, bah oui, en France, mais à l'étranger, si t'as pas la carte du pays, bah ça marche pas. Ou voilà, c'est plein de petits détails comme ça où il faut fouiner, chercher, prendre contact, appeler, et puis voilà, c'est surtout ça en fait, les demandes de mes clients. Plus que de trouver un hôtel, tu vois, parce que ça, en soi, tout le monde peut le faire en cherchant sur Internet. Là, on est sur des choses vraiment spécifiques par rapport au handicap. Ça peut être aussi, est-ce que j'ai des contacts de personnes qui peuvent accompagner?
Tu vois, ça, on me l'a demandé, une personne malvoyante, par exemple, qui a besoin d'un compagnon. Donc, avoir des contacts de personnes à recommander qui sont prêtes à partir avec, quoi, en voyage pour les accompagner et les aider au cours du voyage. Donc, c'est là que je vais avoir une plus-value et que je vais pouvoir vraiment les aider. Ben, c'est là que ton rôle prend tout son sens en fait. Parce que moi, naïvement, je me disais, oui, c'est super, elle vérifie si les hôtels sont accessibles et tout, mais en fait, ton boulot, il va bien plus loin que ça, quoi. C'est dans le moindre petit détail de l'emplacement, de l'accompagnement, enfin voilà. Donc, c'est génial de faire ça. Et je sais que tu travailles à La Réunion avec une autre dame qui a développé La Réunion pour tous. Et est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que vous proposez sur l'île de La Réunion? Bah, justement, on parlait du fait qu'il n'y avait pas de plateforme nationale qui recensait toutes les moyens d'accessibilité qui étaient mis à disposition. Et ben Camille, elle s'appelle Camille aussi, avec La Réunion pour tous, elle a créé ça pour La Réunion. Donc, elle a créé une plateforme qui recense tous les endroits accessibles, alors que ça soit des hôtels, des lieux de tourisme, que ça soit les personnes qui louent des véhicules adaptés, enfin voilà, tout ce qui est dans le handicap et dans l'accessibilité est recensé sur cette plateforme. Et donc je me suis associée avec elle pour que justement on puisse proposer pour les gens qui viennent à La Réunion des voyages au maximum adaptés. Donc on propose voilà des itinéraires, des visites un peu hors des sentiers battus, voilà, des découvertes, de l'immersion totale dans la culture créole. Donc elle a son expertise vis-à-vis du handicap et de l'accessibilité, et puis moi j'y ajoute voilà mon sens de l'organisation et puis l'aspect plus touristique, visite, etc. Donc ouais, c'est un beau partenariat là qu'on a monté ensemble et qui est très complémentaire. Donc voilà, on va pouvoir faire de La Réunion une vraie terre de tourisme accessible et adapté. Même si sur le papier, on se dit, bah, La Réunion, oh là là, beaucoup de montagnes, beaucoup de randonnées, pas forcément accessibles. Et en fait, il y a plein de moyens de visiter La Réunion. Il y a plein de matériel, des assos qui mettent à disposition, voilà, pour découvrir aussi l'intérieur de La Réunion, le lagon, etc. Donc voilà, on travaille ensemble là depuis quelques mois. Tu m'as donné envie là. Déjà de te voir en débardeur, ça me donnait envie de prendre un billet d'avion. Mais là, tu me parles de lagon, de montagne. Est-ce que tu sais s'il y a des aides financières possibles pour voyager quand on est en situation de handicap? Parce que c'est vrai que c'est déjà une problématique que j'ai soulevée avec plusieurs de mes invités. Que voyager quand on est en situation de handicap, ça coûte cher. Parce que au-delà des chambres d'hôtel qui peuvent parfois être plus chères que des chambres pas accessibles, parfois on est obligé de partir avec une auxiliaire de vie, voilà, un aide-soignant, et donc il faut payer 2 fois tout le voyage. Donc est-ce qu'il y a des aides? Alors, il y a des aides qui peuvent être obtenues. Alors, il faut se renseigner auprès de la Sécu, auprès de sa mutuelle, auprès de son assurance, auprès de la CAF, parfois auprès du département et auprès de la région. Mais je t'avoue que c'est spécifique du coup un peu à chaque département, chaque région, et que c'est un peu le parcours du combattant, quoi. Donc c'est vrai que moi, quand on me le demande, je vais faire des recherches en fonction de où habite la personne pour voir ce qu'elle peut obtenir. Mais c'est pas si évident que ça, hein. Ça reste des vacances. Et puis après, ça va être dépendant de ton handicap, de tes revenus, voilà. Donc pas si facile que ça, quand même. Et c'est vrai que ça reste des vacances qui coûtent vite cher, hein, parce que tu parles des chambres qui sont un peu plus chères, mais ça c'est qu'une goutte d'eau, hein, parce qu'en fait, voilà, tu veux un transport adapté, ben là ça te coûte 2, 3 fois plus cher que de louer une voiture simplement enfin voilà, comme quand toi tu partirais en vacances. S'il faut que tu partes avec une auxiliaire de vie ou avec un accompagnant, bah tu payes deux billets d'avion, tu payes 2 chambres, tu multiplies tout par 2, quoi. Donc c'est vrai que ça monte très vite, hein. Mais il peut y avoir des aides, ouais. Et pour ça, est-ce qu'il y a un pays, on va dire, spécial petit budget ou moyen budget? Bah déjà, rester en France, il y a déjà beaucoup de choses à faire en France, ça c'est sûr. Après, tu as des villes qui peuvent être vite explorées, qui sont pas loin. Par exemple, tu peux aller à Londres. Alors, on dit souvent Londres, c'est très très cher, mais en fait, tu as des transports qui sont, eux, vraiment pas chers, hein. Donc, tu peux vite aller à Londres sur 3 jours et là, déjà voir plein de choses. Voilà, on parlait du Maroc, l'Espagne.
L'Espagne, les villes en Espagne, comme Barcelone, sont bien adaptées. Ça fait partie des villes les plus adaptées et c'est pas cher, hein, pour le coup. Que ça soit les transports, ou que ça soit l'hôtel, ou que ça soit la restauration sur place, Barcelone, c'est une super destination. Voilà, après, tu peux aller en Allemagne, c'est peut-être pas forcément très connu, mais l'Allemagne aussi, tu vas avoir une accessibilité qui peut être bien. L'Italie aussi. Alors attention, l'Italie, c'est toujours un peu pareil. En fonction du nord et du sud, tu vas pas forcément avoir la même accessibilité. Mais ouais, je dirais l'Espagne. Pourquoi pas l'Espagne? Je trouve que c'est déjà une belle découverte. Toujours dans des détails un peu techniques, est-ce que il y a une assurance particulière à souscrire quand on est en situation de handicap et que l'on part à l'étranger? Alors, écoute, pas à ma connaissance. Après, il faut peut-être voir. Alors ça, je sais pas. Il faudrait peut-être se renseigner, mais peut-être que ton matériel peut être assuré. C'est souvent le gros souci qu'on a sur les fauteuils. Il y a des gens qui veulent plus prendre l'avion parce que les fauteuils ont été maltraités dans l'avion. Donc il doit y avoir des assurances peut-être pour ça, hein, surtout pour les fauteuils électriques, hein, qui sont souvent ouais, un peu maltraités. On ne sait pas trop dans quel état on va les retrouver. Et débuter tes vacances avec un fauteuil cassé, ben autant te dire que ça te met à mal tout ton voyage. Donc voilà, sinon non, je crois pas. Pas d'assurance particulière. Bon, je vais quand même la poser, mais on a un petit peu évoqué les possibilités sur l'île de la Réunion. Est-ce que tu as des exemples d'activités accessibles en fauteuil roulant sur l'île de la Réunion? Alors ben là, j'ai justement rencontré il y a 15 jours l'association Titan à La Réunion qui propose des quadrix, donc des sortes de quads qui sont accessibles aux personnes en fauteuil. Voilà, à 4 roues et que tu peux alors en fonction de si tu es paraplégique ou tétraplégique, tu vas avoir un moyen de le diriger qui va être différent, soit un volant, soit un guidon, soit une sorte de joystick. Et voilà, donc lui, il propose voilà de mettre son matériel à disposition pour faire des randonnées, pour découvrir voilà la forêt, la montagne de la Réunion. Donc ça, c'est super. Il y a une plage accessible aussi à La Réunion et puis il y a aussi des privés qui mettent, enfin des plages privées qui mettent à disposition des tirs à l'eau, donc pour aller dans le lagon. Donc ça, c'est possible aussi. Et puis après, tu as plein de cascades où tu as des points de vue qui sont très bien accessibles aussi en fauteuil. Les musées sont tous accessibles. Et puis tu peux aussi aller prendre un cours de cuisine créole, où tu peux aller faire du tressage de feuilles de coco, où tu peux aller voilà écouter des concerts de Maloya. Voilà, tu peux tout faire, hein. Même en fauteuil ou même avec un handicap. Il y a vraiment plein de possibilités. Et ton frère t'a déjà rendu visite? Oui, oui, il est déjà venu. Ça faisait un mois qu'on habitait là, non, un mois et demi. Oui, il est déjà venu 15 jours. Il va bientôt revenir d'ailleurs. Il revient dans quelques mois. Donc voilà, on a déjà testé pas mal de choses justement, le lagon, les promenades. Voilà, il voulait faire de la plongée, c'est possible aussi. Bon, ça avait été annulé à cause de la mauvaise météo, mais il y a aussi des clubs de plongée qui proposent aux personnes en fauteuil, donc la plongée bouteille. Il y a aussi du parapente, voilà, qui est possible. Ils ont aussi le matériel. Et voilà, donc on a encore plein de choses à faire, hein. On n'a pas tout fait en 15 jours. Et alors, il va déménager? Non, je pense pas. Voilà. Mais je pense qu'il va venir, voilà, au moins une fois par an, en résidence secondaire par ici. Ça m'étonnerait pas, oui. Et tu dirais que cet accident vous a rapprochés, éloignés, ou c'est comme avant finalement? Bah, on a fait beaucoup de choses ensemble. Alors, je sais pas si on les aurait faites ou pas s'il avait pas eu son accident. Ça, tu peux pas savoir, hein. C'est vrai que lui, il était encore très jeune. Peut-être que ça se trouve, il aurait pas eu son accident, on n'aurait pas fait tous ces voyages ensemble. Et là, c'est vrai que bah, une fois qu'on a fait New York, on a enchaîné, hein. C'est devenu vraiment un peu notre truc à nous. Et voilà, on a fait la Croatie, le Maroc, Londres. Voilà, on a fait plein de choses ensemble. Et oui, je pense que ça nous a rapprochés. Après, peut-être que ça aurait été comme ça aussi sans l'accident, je sais pas. Mais en tout cas, sur les voyages, c'est sûr que voilà, on en a fait beaucoup ensemble et que s'il y avait pas eu cet accident, peut-être qu'on aurait fait nos voyages chacun de notre côté, on en aurait peut-être pas fait autant ensemble. Et donc à chaque fois, c'est toi qui organise toutes les activités et le voyage? Bah, en partie parce que lui, il aime bien organiser aussi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on s'y met les deux, généralement. Et puis là, bah, tu vois, au Maroc, on y allait tous, hein. Donc, avec mes parents, ma sœur, les enfants, etc. Donc, on a été un peu les deux travel planners, là, pour faire le programme pour tout le monde. Puis les autres sont sympas parce qu'ils se laissent guider, ils se laissent faire. Donc, c'est plutôt sympa. On arrive aux questions de la fin.
Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique que tu as envie de nous conseiller? Alors, j'ai lu il y a quelques jours un super livre qui s'appelle Les gens sont beaux de Baptiste Beaulieu. Ah oui, je connais très bien. Ben voilà. Donc c'est un médecin que je suis justement sur les réseaux là et qui a fait un très beau livre. Jeunesse au départ, mais qui finalement est pour les grands comme pour les plus petits. Voilà. Donc c'est vraiment une hymne ouais, à l'acceptation de soi, à la tolérance, aux différences. Et c'est vraiment un superbe livre que je conseille beaucoup. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode ainsi que le lien de ton site internet Adapt Travel. Et donc je mettrai aussi les références du livre. As-tu une citation ou un mantra qui te motive au quotidien? Alors depuis que j'ai créé Adapt Travel, c'est surtout, j'essaie de me répéter tous les jours. Voilà, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Donc là, il n'y a pas d'échec, que des leçons. Voilà, moi je suis issue, voilà, je suis prof au départ depuis 15 ans dans une carrière bien tracée en fait jusqu'à la retraite au départ. Et là, je prends des risques en mettant tout ça de côté et en me lançant dans l'entrepreneuriat, en me lançant dans un projet qui me prend aux tripes, qui me tient vraiment à cœur. Et c'est compliqué, quoi, de se dire, ça se trouve, je vais échouer. Donc voilà, j'essaie de me dire, dans tous les cas, ça sera pas un échec. Voilà, forcément, ça sera une belle expérience. Forcément, j'aurai appris plein de choses. Voilà, donc c'est soit je gagne, soit j'apprends. Ben, il doit forcément y avoir quelque chose à faire. En plus, avec les Jeux Olympiques en 2024, si tu organises tous les voyages de tous les sportifs, ça va prendre de l'ampleur assez rapidement, hein, finalement. Plus pour les sportifs que pour les spectateurs, parce qu'avec le prix des billets pour accéder aux compétitions, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de spectateurs qui puissent venir là. Ça va être compliqué. Mais ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder? Je voudrais vraiment que les gens aient conscience que malgré le handicap, on peut voyager. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Alors voyager, c'est pas forcément partir au bout du monde, hein, d'ailleurs. Ça peut être dans la région d'à côté, à l'autre bout de la France. Et comme tu le disais, il y a plein d'associations, il y a plein de choses qui existent. Et il faut pas se mettre de barrières. Il suffit d'être bien accompagné. Et puis on arrive à voilà à sortir de chez soi, à rencontrer du monde, que ça soit à 100 kilomètres comme à 1000 ou à 10 000 kilomètres. Et pour moi, c'est ça aussi, vivre, c'est voilà, c'est découvrir le monde, c'est rencontrer des gens et qu'on soit avec un handicap ou pas. Et moi, j'ai une petite question qui me vient. Je me dis, s'il y a quelqu'un qui écoute le podcast et qui a envie de faire appel à tes services, mais qui se dit forcément que ça va être un budget supplémentaire et que ça a un coût, qu'est-ce que tu pourrais leur répondre Alors en fait, moi je suis pas une agence de voyage, donc je ne prends pas de commission déjà. Et puis je suis pas limitée à un catalogue, si tu veux, d'hôtels, à des compagnies aériennes, tu sais, comme tu aurais quand tu vas dans une agence de voyage où on dit vous avez le choix entre ça et ça comme hôtel, et du coup les prix c'est ça et ça. Donc moi j'explore tout, donc je fais faire des économies, que ça soit au niveau des billets d'avion, puisque je vais tout comparer, on va pouvoir jouer sur les dates, tu vois, par exemple. En agence, ils vont dire c'est du samedi au samedi. Là, on va pouvoir partir le lundi, peut-être réduire d'une journée, rallonger d'une journée. Donc, j'arrive à faire beaucoup d'économies, que ça soit sur les logements ou que ça soit sur les modes de transport. Et du coup, moi, je facture juste une prestation qui est moindre que des frais d'agence et qui est moindre que voilà que la marge qui est prise sur les hôtels, etc. Donc là, on a fait la simulation avec une cliente pour un voyage de 15 jours au Japon. On a quand même réussi à sortir un voyage. Il lui proposait 5 000 € en agence et là, ça lui coûte 3 000 € avec ma prestation incluse. Donc voilà, ça valait le coup peut-être de me payer quand même, de payer Adapt Travel. En effet. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Je suis obligée de dire quand même que ma plus grande fierté, c'est ma famille, mes enfants. Voilà, ça c'est ce dont je suis le plus fière. Après, ma deuxième fierté, et c'est dur quand même, enfin voilà, d'y arriver, mais c'est vraiment de me dire, voilà, j'ai passé le cap, j'ai quitté mon boulot, ma vie toute tracée, et je me suis lancée. Et voilà, et je crois dans ce que je fais, et ça me plaît, et voilà, j'ai envie que ça fonctionne. Et, euh, et voilà, le fait d'avoir passé le cap, là, c'est vraiment une fierté. Alors, je sais pas si c'est de l'inconscience ou pas, je ne pense pas, mais en tout cas, pour l'instant, voilà, j'en suis fière et j'espère que ça va poursuivre. Qu'est-ce que tu as envie que l'on retienne de ton témoignage?
Ben, alors, si on veut reprendre un peu les 2 thèmes, déjà, première chose, c'est que, voilà, quand on est confronté à un accident ou handicap, voilà, les familles autour sont aussi impactées. Heu, alors il y a la question des aidants, mais alors nous, on n'est jamais vraiment rentrés, enfin, c'est pas que j'ai pas été aidante, mais mon frère a toujours été très autonome, voilà, a repris sa vie et je suis pas au quotidien avec lui pour m'occuper de lui, quoi. Mais au-delà des aidants, tu as aussi, ben, tout le monde qui gravite autour et qui est, fortement impacté. Tu vois, on parlait de cette, journée où on apprend l'accident, ben, ça te marque pendant des mois, pendant des années et puis, dans ton quotidien et puis voilà. Donc voilà, penser aussi aux familles, aux oncles, aux tantes, aux neveux, aux nièces, qui sont autour et qui eux aussi ont été fortement touchés. Et puis, la 2e chose, bah, voilà, c'est le voyage accessible. Euh, et puis aussi l'idée que l'accessibilité, ça doit pas être juste la préoccupation d'Adapt Travel et puis voilà et d'un podcast et voilà, ça devrait être aussi la préoccupation de tout le monde, quoi, de chaque citoyen, de chaque entreprise, pour que ça devienne plus une question, quoi. Moi, c'est un peu mon objectif, quoi. J'aimerais bien qu'on ait pu à se poser la question de savoir si c'est accessible ou pas, quoi. Et je trouve qu'en 2023, c'est encore terrible de se dire, attends, est-ce qu'on va pouvoir aller dans ce restaurant, quoi? Attends, est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans la boulangerie? Enfin, moi, c'est des choses, ça devrait plus pouvoir se poser aujourd'hui, quoi. Et une fois qu'on arriverait à ça, ben, alors, je veux pas dire qu'il y aurait plus de boulot pour Adapt Travel, mais ça faciliterait quand même beaucoup de choses, quoi. Bah, c'est vrai que tous ces questionnements, ça rajoute du handicap au handicap en fait. Que c'est déjà assez compliqué bah, d'accepter le changement, de devoir s'adapter au quotidien. Mais en plus, quand il y a des choses qui peuvent être faites et qui ne le sont pas pour faciliter la vie quotidienne, bah, c'est vraiment rajouter des barrières à un handicap qui est déjà pas facile à assumer au quotidien, quoi. Mais tu sais, on parle souvent là de la charge mentale des femmes dans un couple ou dans une famille. Mais on parle pas de la charge mentale qu'ont les personnes porteuses de handicap. Mais t'imagines un peu. Alors moi, c'est aussi mon travail d'essayer de leur alléger cette charge mentale avant qu'ils partent en voyage. Mais c'est énorme comme charge mentale, du début à la fin. Est-ce que je vais pouvoir accéder à l'aéroport? Est-ce que l'assistance sera là? Est-ce qu'ils vont bien maltraiter ou pas? Est-ce qu'ils vont bien traiter ou maltraiter mon fauteuil? Une fois que je vais arriver sur place, mince, je parle pas trop bien anglais. Est-ce qu'ils vont comprendre ce que je veux dire? Enfin voilà, c'est énorme. Ma chambre, est-ce qu'il y aura pas une petite marche surprise? Est-ce qu'il y aura bien une chaise dans la douche? Enfin, quand tu commences à penser à tout ça, mais la tête explose et puis je peux comprendre qu'après ça te fatigue d'avance de partir en vacances, quoi. Et je voulais aussi rebondir sur quand tu as parlé de la famille. S'il y a des gens qui, dans leur famille, ont une personne en situation de handicap, qui est en situation de handicap depuis des années, comment on peut parfois réaborder le sujet? Parce que comme tu dis, il y a des fois des oncles et des tantes qui finalement sont un peu niés dans cette acceptation, dans ce deuil en fait, qui font aussi de la personne, parce qu'ils sont pas un proche très proche ou direct, et du coup ils n'osent pas en parler, ils n'osent pas aborder le sujet parce qu'ils ont peur de blesser, mais finalement au fond d'eux, ils ont quand même besoin aussi de poser des questions et de d'évacuer certaines émotions en parlant quoi finalement. Je sais pas si ma question est claire, mais qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? Bah, en fait, moi je pense qu'il a fallu laisser du temps au temps, tu vois. Et là, ça fait 9 ans et alors je vais te dire, ça fait 1 an, 2 ans que j'ai l'impression que les choses se sont apaisées pour tout le monde, que désormais, voilà, c'est plus un sujet, c'est plus, enfin, voilà, tout le monde a vidé ses émotions. Alors, il y a des membres de ma famille qui ont été voir un psy, hein, qui ont dû en parler, qui ont dû, voilà, extérioriser. Voilà, chacun a trouvé un peu sa méthode. Mais je pense qu'il faut laisser du temps au temps et puis qu'en fonction des personnes, ça va être aussi très différent. Moi, je sais que pour mon père, ça a été un cataclysme. C'est son seul fils, c'est le petit dernier, mon frère, et voilà, il a une relation très particulière avec lui, et il a fallu des années pour que il ne voit plus ça comme un drame, mais aussi comme une force, et puis qu'il voit enfin que ben voilà, on peut voyager, qu'il fait plein de choses. Que voilà, il continue sa vie et que bah du coup mon père aussi peut peut-être continuer sa vie, quoi, que voilà, tout ne s'arrête pas. Pour lui, ça a été très compliqué. Après, il y a pour d'autres où ça a été plus facile à accepter, ou bien en apparence. Et puis voilà, il a fallu quand même du temps pour mettre des mots sur les choses.
voilà, je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Et ma dernière question, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir? Plein de voyageurs, des visiteurs à La Réunion, tu es bienvenue. Bah oui, surtout qu'il y a ma tante qui habite là-bas, donc j'y réfléchis vraiment. Mais c'est vrai que le prix du billet est pas facile à digérer. Oui, non, mais ça c'est sûr. Bon, après, quand tu as de la famille déjà sur place, ça facilite un petit peu, quoi. Mais voilà, une longue vie à Adapt Travel, et puis ça sera déjà bien. C'est tout ce que je te souhaite et je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Et tu as vraiment un beau projet entre les mains, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Merci. À bientôt, Camille. Merci. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à tous pour vos écoutes et merci à Camille pour sa confiance. Si vous voulez en savoir plus sur Adapt Travel, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Pépin Podcast.